Donc, quelques mots sur l'impact des fluides sur le sevrage de la ventilation mécanique. On va essayer de rendre compte déjà de la dysfonction cardiovasculaire du sevrage, de voir dans quelle mesure la balance hydrique peut être impliquée dans ce phénomène, et ensuite, de manière un peu plus pragmatique, de voir comment diagnostiquer ce souci, quelles stratégies préventives on peut proposer, et est-ce qu'il y a une approche thérapeutique curative. Les effets physiologiques du passage à la ventilation spontanée sont connus. Globalement, il y a un effet mécanique avec une augmentation de la charge des deux ventricules, un phénomène hormonal avec de l'hypertonie sympathique, et puis ça peut être assimilé à un exercice qui provoque de la redistribution des débits régionaux. Et il y a aussi chez les patients BPCO notamment de l'hyperinflation dynamique. Donc globalement, un stress cardiovasculaire intense. Du coup, dans cette situation, on peut démasquer de la dysfonction diastolique le plus souvent, mais quelquefois aussi systolique si j'ai un phénomène ischémique, avec quelques rares cas d'hypoxie tissulaire. Et tout cela est exacerbé en cas d'hypervolémie. On se rend compte que beaucoup de patients du coup vont faire de l'œdème pulmonaire de sevrage. Vous voyez que sa prévalence est importante. Elle s'échelonne entre 40% et 100% des patients avec, dans une étude au collectif important publiée par l'IU, une prévalence à 59%. Et ce n'est pas que lors de l'épreuve de ventilation spontanée que c'est important, c'est aussi responsable d'un nombre non négligeable d'échecs d'extubation, entre 23 et 70% lorsque cet échec d'extubation peut être documenté. La balance hydrique est-elle impliquée dans ce phénomène de manière factuelle? Oui. On peut démontrer que la balance hydrique cumulée avant une épreuve de ventilation spontanée est plus importante chez les patients qui vont échouer cette épreuve par rapport à ceux qui réussiront l'épreuve. Et vous voyez dans ce travail qu'on avait publié, chez les échecs, à mesure que la balance hydrique va diminuer au cours du temps, on va se rapprocher d'une valeur qui était proche de celle présentée par ceux qui avaient un succès initial de l'épreuve de ventilation spontanée. D'autre part, à l'étape de l'extubation, il existe aussi une relation entre en abscisse ici la balance hydrique et en ordonnée le taux de réintubation. Et vous voyez donc que l'échec d'extubation est plus important si la balance hydrique avant l'extubation est importante. Ce qui fait qu'au final, le nombre de jours passés sous ventilation mécanique a tendance à être maximal chez les gens qui ont une balance hydrosodée plutôt élevée lors de la ventilation mécanique. Quand on regarde en termes de balance cumulée, on se rend compte que ce n'est pas que la balance autour de l'extubation et de l'épreuve de ventilation spontanée qui compte. Vous voyez dans ce travail, par exemple, la balance cumulée au cours du séjour est plus importante chez les échecs de sevrage par rapport au succès de sevrage. Et les données sont à peu près similaires dans cette autre étude où vous avez plutôt des balances cumulées négatives chez ceux qui vont réussir un sevrage alors qu'elles sont plutôt positives chez ceux qui échoueront ce sevrage. Comment diagnostiquer ce problème en pratique? On peut utiliser la simple balance hydrique cumulée depuis l'arrivée du patient en réanimation. Dans beaucoup de services, c'est noté par les infirmières au jour le jour. L'utilisation de la variation de poids est un peu plus compliquée parce que la fiabilité des lits est douteuse à mon avis personnel. Et si on n'est pas dans des variations extrêmes, c'est parfois compliqué. Et puis dans les variations modérées, il est difficile de faire la part des choses entre l'œdème qui s'est accumulé et peut-être la masse musculaire maigre que le patient a perdue. Mais durant le sevrage, on peut aussi essayer de détecter le problème clinique, qui est l'OAP de sevrage. On va voir comment. Alors la première indication s'appelle le comportement clinique du patient. Lors d'une épreuve de ventilation spontanée, si l'échec s'accompagne d'une poussée tensionnelle importante et d'une tachycardie sévère, on peut suspecter, sans pouvoir le confirmer, que le mécanisme soit cardiogénique. En effet, le produit de la pression artérielle systolique et de la fréquence cardiaque a tendance à être maximal en fin d'épreuve chez ceux qui ont un processus cardiogénique. Mais il faut vraiment noter que lorsque le processus n'est pas cardiogénique, il y a quand même une hypertension, il y a quand même une tachycardie, quel que soit le mécanisme d'échec. Ça a juste tendance à être exacerbé dans l'étiologie cardiogénique. En examen paraclinique, l'échographie est utile. Dans cette étude de Bisset, vous voyez qu'en utilisant des paramètres habituels d'estimation de la pression de l'oreillette gauche, à savoir le rapport E sur A et le rapport E sur E' au niveau de l'anneau mitral, on peut détecter
de manière relativement fiable les patients qui présentent une papo élevée, donc une pression de l'oreillette gauche invasive élevée, c'est les petits ronds blancs ici, au cours d'un échec d'épreuve de ventilation spontanée. Si l'on n'est pas échographiste, on peut utiliser les biomarqueurs, et notamment un biomarqueur cardiaque, le NT-proBNP. Vous voyez dans cette étude de Grasso que le taux basal du biomarqueur est plutôt élevé chez ceux qui ont un échec cardiogénique par rapport à ceux qui n'en ont pas. Et surtout, il y a une augmentation significative de ce taux au cours de l'échec cardiogénique qu'on n'observe pas au cours des échecs non cardiogéniques ou des succès. Il faut faire attention à la cinétique. En effet, vous voyez que le delta est calculé à H2 pour laisser le temps à observer dans le plasma l'augmentation du biomarqueur, et un dosage précoce ne permettrait pas de colliger l'information. Et d'autre part, il y a une limite majeure concernant l'insuffisance rénale qui augmente ce biomarqueur. L'autre biomarqueur possible, c'est la protidémie. Dans cette étude, vous voyez qu'il y a une augmentation de la protidémie en cas d'OAP de sevrage qu'on n'observe pas en l'absence d'OAP de sevrage. Le mécanisme ici, c'est une filtration lors de l'OAP vers les alvéoles qui crée une hémoconcentration sur le versant sanguin. Il faut noter aussi que les patients ici en échec cardiogénique sont sans doute en hypervolémie, en hyperinflation hydrosodée, puisque vous voyez qu'ils ont une protidémie de base beaucoup plus faible que celle des patients qui n'ont pas de mécanisme cardiogénique. Et puis, il y a d'autres techniques comme le levé de jambes passif qui peuvent être utilisées avec l'absence d'augmentation du débit cardiaque comme argument pour l'origine cardiogénique de l'échec de sevrage. Alors en pratique, est-ce qu'on peut proposer une stratégie pour être préventive? Et du coup, on va regarder ce qui se passe en amont du phénomène proprement dit de sevrage de la ventilation, donc durant le SDRA par exemple qui a précédé, ou durant le sepsis qui a précédé la phase de sevrage. Alors, dans cette phase, il existe des études qui comparent une stratégie conservatrice à une stratégie plus libérale. Ici, on est dans le cadre du sepsis. Et vous voyez qu'avec un protocole un peu conservateur, les auteurs arrivent à réduire le volume de fluide donné lors du remplissage. Mais ce qui est intéressant dans cette étude, c'est qu'à J5, malgré cette réduction du volume au cours des remplissages, vous voyez que le volume de fluide un peu dit de maintenance est beaucoup plus important. Et en fait, dans la masse totale de surcharge hydrosodée, la plupart de la surcharge vient sans doute des fluides de maintenance, même si on insiste beaucoup sur la régulation et la méthodologie pour délivrer du fluide en remplissage vasculaire. Et c'est la même chose lorsqu'on est en fin de séjour de réanimation, même si on a baissé et qu'on a économisé sur les fluides donnés en bolus pour l'hypotension, il faudrait sans doute aussi faire attention aux fluides de maintenance. Et au final, vous voyez que dans cette étude, il n'arrive pas à montrer de différence de survie. Il n'y a pas non plus de différence au niveau de la durée de ventilation. Il y a un signal sur une éventuelle réduction de l'insuffisance rénale lorsqu'on est conservateur, ce qui suggère peut-être un mécanisme congestif de cette insuffisance rénale. Alors, au cours du SDRA, il y a l'étude FACT qui a colligé un très grand nombre de patients. Et vous voyez qu'ils avaient une stratégie ici conservatrice au cours du SDRA basée sur des mesures de PVC ou de PAPO qui permettaient de remplir moins le patient par rapport à la stratégie libérale qui était par ailleurs superposable à ce qui avait pu être fait dans d'autres études sur le SDRA, notamment l'essai ARMA. Le résultat, c'est pas de différence de survie, mais une nette séparation du ventilateur plus précoce dans le bras conservateur par rapport au bras libéral, donc une réduction de la durée de ventilation mécanique. Mais le protocole était compliqué, avec un algorithme assez difficile à appliquer, donc ils ont, quelques années plus tard, suggéré un FACT Light qui permettait de réduire aussi
la surcharge hydrosodée, vous voyez, mais avec une capacité de réduction moindre que celle du FACT original, qui était plus compliqué, mais en restant en dessous quand même du bras libéral. Et avec cela, ils arrivent à augmenter les nombres de jours sans ventilation mécanique et à réduire la durée de séjour en réanimation. Donc c'est un protocole un peu allégé, moins stringent, mais qui semble aussi efficace pour accélérer le sevrage de la ventilation. Si on fait une méta-analyse des essais dans le sepsis ou le SDRA en comparant à ces stratégies conservatives ou libérales, le résultat, c'est quand même une réduction de la durée de ventilation globale et une réduction de la durée de séjour globalement. Si on n'a pas pu prévenir le phénomène et qu'on se retrouve pendant le sevrage avec un OAP de sevrage ou avec une forte suspicion d'OAP de sevrage, y a-t-il du curatif de possible? Il y a cet essai de François Lemaire il y a déjà très longtemps qui, sur une petite cohorte de patients BPCO avec une cardiopathie qui présentait un OAP de sevrage, a donné du furosémique qui a permis de perdre un peu de poids, de diminuer franchement la pression de l'oreillette gauche et d'augmenter le succès de l'épreuve de ventilation spontanée. Et plus récemment, on a fait un essai randomisé contrôlé où on donnait plus de diurétiques dans un des bras de l'essai. C'était basé sur un taux de BNP dont on supposait qu'il reflétait une distension de l'oreillette gauche chez des patients sans insuffisance rénale. Vous voyez qu'avec cette stratégie, on donne à peu près 40 mg par jour de furosémie dès le début du sevrage dans le bras interventionnel, alors que dans le bras contrôle, il y aura un petit retard à l'allumage et ce n'est qu'à J3 que le clinicien trouvera nécessaire de donner des diurétiques. Et cette différence de stratégie est associée à une négativation plus précoce de la balance hydrosodée dans le bras interventionnel par rapport au bras contrôle. Il y a une séparation plus précoce ici en vert du respirateur dans ce bras interventionnel, avec un résultat qui est nettement significatif dans le sous-groupe, surtout de patients avec une cardiopathie, ce qui est cohérent avec la physiopathologie. Donc en conclusion, on peut dire que la surcharge hydrosodée intervient dans la dysfonction cardiovasculaire du sevrage, peut-être pas comme un élément causal, mais comme un élément amplificateur des modifications physiologiques qui seront observées, et qu'il existe un intérêt dans les études effectuées à avoir une stratégie conservatrice au cours du SDRA ou du sepsis en amont du sevrage. Ça réduit la durée d'exposition à la ventilation mécanique. Et en curatif, quelques arguments pour penser qu'on puisse minimiser par une stratégie déplétive, là aussi, la surcharge hydrosodée en cas de suspicion d'OAP de sevrage. Merci pour votre attention.